Je m'appelle Jacques Grandâme. J'ai 68 ans et j'ai bâti une vie dont je suis fier ici même à Lyon. Jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais surmontée était de voir le cancer emporter ma femme avec qui j'ai partagé 40 ans de ma vie. J'avais tort. Je suis entré dans mon salon de musique pour jeter un coup d'œil au piano à queue de ma défunte épouse et à la place, je n'ai trouvé que le parquet nu et 4 légères marques de pression dans le tapis là où ses pieds reposaient autrefois. J'ai appelé mon petit-fils de 32 ans, Thomas, la seule autre personne possédant une clé. Au-dessus du bruit d'un moteur de voiture tournant au ralenti, Hilary et m'a annoncé qu'il l'avait vendu. Mamie est morte depuis 1 an, papy, a-t-il dit. Pourquoi gardes-tu un meuble géant dont personne ne joue? Sa petite amie, Sophie, avait besoin d'un acompte pour le lieu de leur mariage en Provence. C'est juste du bois et des cordes, passe à autre chose. Je suis resté assis là, dévasté, jusqu'à ce que mon téléphone sonne 40 minutes plus tard. C'était Marc Lefebvre, un restaurateur de piano situé à 2 départements de là. Jacques, a-t-il dit, et sa voix avait une étrange tension. Votre petit-fils m'a vendu ce Steinway il y a 1 heure pour une fraction de sa valeur. J'ai ouvert le couvercle pour vérifier la table d'harmonie avant de le payer. Vous devez venir voir ce qui est scotché en dessous. C'était un jeudi matin, exactement 13 mois depuis que j'avais enterré ma femme, Hélène. 40 ans de mariage et au final, il a fallu 6 mois brutaux à la maladie pour achever ce qu'elle avait commencé. La maison était devenue trop silencieuse depuis lors. Hélène était celle qui remplissait chaque pièce de son et je ne parle pas seulement du piano. Je parle de la façon dont elle fredonnait en cuisinant, de la façon dont elle m'appelait depuis une autre pièce juste pour empêcher le silence de s'installer. J'ai fait fortune dans l'immobilier commercial en rachetant des zones d'activité et des parcs de bureaux dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes à une époque où personne n'en voulait. Transformant Grandâme Patrimoine en une structure qui gère aujourd'hui 41 immeubles et emploie près de 300 personnes. Mais Hélène ne se souciait guère de tout cela. Son véritable amour, la chose qui faisait briller ses yeux d'une manière unique, se trouvait dans la véranda que nous avions fait construire à l'arrière de notre maison spécifiquement pour l'accueillir. Un Steinway modèle A de 1912, le même modèle que sa propre grand-mère avait autrefois joué dans une salle de concert à Vienne avant que la guerre ne disperse toute cette branche de la famille sur 2 continents. Hélène avait passé 11 ans à traquer ce piano exact, pas n'importe quel Steinway, mais cette lignée, cette histoire. Et quand elle en a finalement trouvé un répertorié lors d'une vente de succession à Nice, elle a conduit 6 heures toute seule pour le voir avant même de me dire qu'elle l'achetait. Elle en jouait tous les soirs après le dîner. Rien de trop complexe, juste de vieux hymnes et quelques pièces de Chopin qu'elle avait apprises étant jeune fille. Et je m'asseyais dans le fauteuil près de la fenêtre avec mon café et j'écoutais, tout simplement. Depuis qu'elle est partie, je n'avais pas pu me résoudre à jouer une seule note. Non pas que je sache comment faire, mais je ne pouvais même pas ouvrir le couvercle. Au lieu de cela, chaque matin, j'allais dans la véranda avec mon café et je m'asseyais près de lui, passant ma main le long de la courbe lisse de son flanc, de la même manière que l'on pourrait toucher l'épaule de quelqu'un qui nous manque. Ce jeudi-là, j'ai apporté mon café dans la véranda comme je le faisais chaque matin, et je me suis arrêté sur le seuil si soudainement que le café chaud a débordé de la tasse et a brûlé ma chaussette. Je l'ai à peine remarqué. Le piano n'était plus là. Pas déplacé. Pas couvert. Disparu. Et à sa place se trouvaient 4 petites empreintes enfoncées dans le tapis où ses pieds s'étaient posés pendant 13 ans. Mon esprit s'est vidé pendant 1 seconde, puis il est entré dans une sorte de panique contrôlée. Le même genre de sensation que je ressentais il y a des décennies lorsqu'un prêt de construction échouait 3 jours avant la signature. J'ai vérifié la baie vitrée de la véranda. Verrouillée. J'ai vérifié l'entrée latérale que nous utilisions rarement. Verrouillée, peine dormant engagée, aucune rayure sur le cadre. Il n'y avait pas de verre brisé, pas d'alarme déclenchée, rien. Quiconque avait pris ce piano n'était pas entré par effraction. Ils étaient entrés calmement, comme si de rien n'était, en utilisant une clé et un code. Et il y avait exactement 2 personnes sur cette terre qui possédaient les 2. Ma gouvernante de longue date, Maria, dont je savais qu'elle était à Madrid pour rendre visite à sa mère toute la semaine, et mon petit-fils, Thomas. Thomas a 32 ans. C'est le fils de ma fille, mon seul petit enfant. Et après que sa mère est décédée jeune dans un accident de voiture lorsqu'il avait 19 ans, Hélène et moi l'avons plus ou moins élevé jusqu'au bout. Nous avons payé ses études à l'école de commerce. Nous avons payé la caution de son premier appartement.
Nous avons remboursé 2 désastres financiers distincts liés à des cartes de crédit dans sa vingtaine dont je n'ai jamais parlé à personne, pas même à Hélène, parce que je ne voulais pas qu'elle se rende malade d'inquiétude pour lui. Il a rencontré Sophie il y a environ 2 ans, une femme ayant un goût pour le genre de style de vie que les revenus réels de Thomas n'ont jamais pu soutenir. Et depuis lors, les demandes d'argent étaient devenues de plus en plus régulières, toujours urgentes, toujours temporaires, toujours censées être remboursées le mois suivant. Mes mains tremblaient quand j'ai composé son numéro. Il a décroché à la 4e sonnerie. « Salut, papy. Qu'est-ce qui se passe ?» Son ton était léger, presque ennuyé, comme si je l'avais interrompu en pleine course. Mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de trop prudent. Et j'avais passé 40 ans à lire les signes des hommes essayant de cacher une mauvaise affaire derrière une voix amicale. Je l'ai donc entendu immédiatement. « Thomas, ai-je dit, en gardant ma propre voix calme, où est le piano de ta grand-mère ?» Il y a eu une pause, juste assez longue pour tout me dire. Et puis il a ri. Ce court rire méprisant que les jeunes utilisent quand ils ont décidé d'avance que quoi qu'ils aient fait, c'était justifié. Écoute, n'en fais pas toute une histoire. Je l'ai vendu. Mamie est partie depuis plus d'1 an, papy. Pourquoi gardes-tu un meuble géant que personne dans cette famille ne joue? Il était juste là à prendre la poussière. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix neutre. Ce piano appartenait à ton arrière-arrière-grand-mère. Ta grand-mère a passé 11 ans à le chercher, et maintenant il n'est plus là. Et honnêtement, il fallait que ça arrive, a-t-il dit. Et je pouvais entendre le bruit de la route derrière lui. Le bourdonnement particulier des pneus à la vitesse de l'autoroute. Sophie et moi avons enfin réservé le domaine pour la réception en Provence. Tu sais à quel point ces lieux de mariage sont prisés en ce moment. Nous avions besoin de l'acompte aujourd'hui, sinon nous perdions la date complètement. C'était littéralement le seul actif dans cette maison qui n'était pas bloqué dans ta fiducie ou tes comptes professionnels. C'est juste du bois et des cordes, papy. Passe à autre chose. Mamie voudrait que nous soyons heureux plus qu'elle ne voudrait d'un vieux piano assis dans une pièce que personne n'utilise. Je n'avais pas de réponse prête pour cela. J'ai mis fin à l'appel sans dire au revoir, ce que je ne pense pas avoir fait à quiconque en 30 ans. Et je me suis assis lourdement dans le fauteuil près de la fenêtre. Le même fauteuil où j'avais l'habitude d'écouter Hélène jouer, et j'ai mis mon visage dans mes mains. Je veux être honnête avec vous. À ce moment-là, je ne me sentais pas comme un homme qui avait bâti une entreprise valant des dizaines de millions d'euros. Je me sentais comme un imbécile qui s'était fait voler dans sa propre maison par la seule personne à qui il avait fait assez confiance pour donner une clé. 40 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif de l'Isère. Est-ce Jacques Grandâme? La voix était masculine, plus âgée, prudente. C'est moi-même. Monsieur Grandâme, je m'appelle Marc Lefebvre. Je restaure et revends des pianos anciens dans un atelier près de Grenoble. Il y a environ 1 heure, un jeune homme est venu avec un Steinway modèle de 1912 et me l'a vendu pour 10 000 euros. Il s'est arrêté, et je l'ai entendu expirer lentement. Monsieur Grandâme, cet instrument, dans son état actuel, avec sa provenance, vaut bien plus de 180 000 euros. Je ne dis pas cela pour que vous vous sentiez plus mal. Je le dis parce que quelque chose ne va pas ici, et je pense que vous devez savoir ce que j'ai trouvé. Mon estomac s'est noué instantanément. Qu'avez-vous trouvé? Avant de verser une telle somme, même au prix qu'il m'a proposé, j'inspecte toujours l'intérieur. Je vérifie si la table d'harmonie présente des fissures. Je vérifie le sommier. Ce genre de choses. Quand j'ai ouvert le couvercle et regardé sous le cadre en fonte, il y avait une enveloppe scellée scotchée à la face inférieure du cadre. Votre petit-fils ne savait pas qu'elle était là. Je ne pense pas que quiconque ait ouvert les mécanismes internes de ce piano depuis des années. Une autre pause. Elle vous est adressée, Monsieur Grandâme, à la main. Il est écrit, pour Jacques, quand tu seras prêt. Je ne pouvais pas parler. Je me tenais dans ma propre cuisine, le téléphone contre l'oreille, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 13 mois, c'était Hélène traversant ce qui sépare les vivants des morts pour poser sa main directement sur mon épaule. Je peux être là d'ici 1 heure, lui ai-je dit, et je saisissais déjà mes clés. Le trajet jusqu'à l'atelier a pris 50 minutes, et je ne me souviens pas d'un seul kilomètre parcouru. Marc Lefebvre s'est avéré être un homme au parler doux dans la soixantaine avec de la sueur sur les avant-bras,
et il m'a conduit directement au fond de son atelier sans un mot. Passant devant 3 autres pianos à divers stades de restauration jusqu'à l'endroit où le Steinway d'Hélène se trouvait sous une unique lampe de travail suspendue. Il avait déjà retiré le panneau avant. Là, scotché dans une pochette en plastique transparent sur la face inférieure de la plaque de fer, se trouvait une enveloppe de couleur crème, légèrement jaunie, scellée, avec mon nom écrit sur le devant dans l'écriture cursive et bouclée indéniable d'Hélène. Mes mains tremblaient tellement que Marc a dû m'aider à décoller le ruban adhésif sans déchirer le plastique. Je me suis assis sur une caisse renversée au milieu de cet atelier, et je l'ai ouverte là, parce que je n'aurais pas pu attendre une minute de plus si ma vie en dépendait. À l'intérieur se trouvaient 4 pages manuscrites et une clé USB. La lettre était datée de presque 2 ans avant sa mort, à l'époque où elle était encore en bonne santé, avant que l'un d'entre nous ne sache que le diagnostic allait tomber. Elle écrivait qu'elle avait trouvé quelque chose dans l'ancienne sacoche d'ordinateur de Thomas alors qu'elle cherchait un chargeur de téléphone. Des papiers qu'elle n'était pas censée voir, et que ce qu'elle avait trouvé l'avait suffisamment effrayée pour qu'elle ne se fasse pas confiance pour l'affronter seule, et qu'elle ne voulait pas me peser pendant que j'étais au milieu de l'acquisition du parc Pardieu. La plus grosse affaire de ma carrière. Elle avait donc tout copié sur une clé USB, l'avait caché dans le seul endroit où elle était certaine que personne ne songerait jamais à regarder, à l'intérieur de l'instrument qu'elle aimait plus que tout objet sur Terre. Et elle avait noté tout ce qu'elle avait reconstitué au cas où quelque chose lui arriverait avant qu'elle ne trouve le courage de m'en parler. Sophie n'était pas celle qu'elle prétendait être. Selon les notes d'Hélène, et confirmé plus tard par les dossiers financiers que maître Valérie Lemaire, mon avocate depuis 19 ans, a récupéré en quelques jours, Sophie Bélan suivait un schéma précis depuis près d'une décennie. Elle trouvait des hommes à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine qui étaient susceptibles d'hériter d'argent ou de biens de grands-parents vieillissants, des hommes n'ayant pas de relation particulièrement étroite avec leurs propres parents. Des hommes faciles à isoler et faciles à manipuler. Et elle s'attachait à eux, encourageait l'éloignement des membres de la famille qui pourraient voir clair dans son jeu. Et elle orientait lentement chaque décision financière majeure vers des actifs auxquels elle pourrait éventuellement accéder. 2 relations précédentes à Bordeaux et Biarritz s'étaient terminées par la découverte par les grands-parents en question, trop tard, que les documents de succession avaient été discrètement modifiés, que des formulaires de procuration avaient été signés dans des circonstances confuses. Que des bijoux et des héritages avaient disparu. Aucune des 2 familles n'avait porté plainte, les 2 avaient simplement limité les dégâts et écarté Sophie de leur vie, embarrassée, épuisée et peu disposée à traîner leur propre petit-fils dans un scandale public. Thomas était son 3e projet. Et le mariage en Provence n'était pas un mariage du tout. C'était une date butoir. Les notes d'Hélène indiquaient clairement que Sophie avait déjà convaincu Thomas, des mois avant la mort d'Hélène, de commencer à me presser discrètement d'ajouter son nom sur les actes de propriété de 2 de mes plus petits immeubles commerciaux à des fins de planification successorale et que Sophie avait un contact, un homme nommé Olivier Roche, qui s'occupait exactement de ce genre de paperasse contre rémunération, prêt à aider à finaliser le transfert dès que le nom de Thomas apparaîtrait sur ces actes. La vente du piano n'était pas une question de lieu de mariage. C'était un test. Thomas devait prouver à Sophie qu'il pouvait produire des liquidités sur commande sans hésitation, sans passer par moi. Vendre le bien le plus précieux de sa grand-mère décédée dans mon dos était l'audition. Je suis resté assis sur cette caisse dans l'atelier de Marc Lefebvre pendant un long moment après avoir fini de lire. La clé USB reposait dans ma paume comme si elle pesait 50 kilos. Voici la partie que je veux que chacun d'entre vous qui m'écoutez comprenne. Mon premier instinct, l'instinct animal, a été de conduire directement à l'appartement de Thomas et de défoncer sa porte. Je ne suis pas un homme violent. Je ne l'ai jamais été, mais je n'ai jamais de ma vie ressenti une rage pareille à celle qui m'a traversé dans cet atelier. Mais je n'ai pas bâti une entreprise à partir d'un simple bureau loué pour en faire un portefeuille valant plus que la plupart des petites villes en agissant selon mon premier instinct. Je l'ai bâti en attendant de comprendre l'intégralité de l'échiquier avant de faire un seul mouvement. Je n'ai donc pas appelé Thomas. Je n'ai pas appelé la police, pas encore. J'ai racheté le piano à Marc Lefebvre sur le champ, en le payant le triple de ce que Thomas lui avait vendu parce que je pouvais voir sur son visage qu'il se sentait mal par rapport à toute cette situation et je voulais qu'il soit récompensé pour son honnêteté. Puis je suis rentré chez moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse au SMS précédent de Thomas, celui où il avait dit « Passe à autre chose papy, c'est juste du bois et des cordes ». Je ne lui ai pas fait de leçon de morale. Je ne l'ai pas menacé. J'ai renvoyé un simple emoji pouce levé et rien d'autre.
J'avais besoin que Thomas et Sophie croient que j'avais simplement cédé comme un vieil homme fatigué qui n'a plus la force de se battre. J'avais besoin qu'ils soient détendus. J'avais besoin qu'ils aillent de l'avant avec ce qui suivrait, le transfert de propriété, la réunion avec ce personnage d'Olivier Roche, tout cela bien en vue. Au lieu de s'empresser de couvrir leurs traces dès qu'ils sentiraient que j'étais sur leur piste. J'ai appelé Valérie Lemaire le soir même. Valérie était mon avocate depuis que je construisais mon deuxième centre commercial à l'époque où je ne pouvais pas m'offrir quelqu'un de plus cher et elle n'a jamais manqué de répondre en 19 ans quand j'appelais après les heures de bureau. Jacques, a-t-elle dit. Ce n'est pas un appel de courtoisie. Non, ai-je dit. J'ai besoin que tu bloques chaque compte et chaque document auquel Thomas a accès dès ce soir en toute discrétion et j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur un homme nommé Olivier Roche. Je l'ai entendu se redresser à travers le téléphone. Raconte-moi tout. Au cours des 9 jours suivants, les enquêteurs de Valérie et moi-même avons dressé un portrait complet. Olivier Roche n'était ni un avocat agréé ni un notaire d'aucune sorte malgré les cartes de visite qu'il avait apparemment remises à Thomas le décrivant comme consultant en transition patrimoniale. Il avait 2 plaintes antérieures pour fraude déposées contre lui en Isère. Toutes 2 réglées discrètement à l'amiable par des familles qui ne voulaient pas de publicité. Le vrai nom de famille de Sophie Bellan, selon un acte de naissance que l'équipe de Valérie a déterré, était Sophie Belin et elle l'avait changé légalement 8 ans plus tôt, à peu près au moment où son premier projet de grands-parents à Nice s'était effondré. J'ai laissé passer une semaine entière en jouant le grand-père épuisé et vaincu envoyant à Thomas occasionnellement de courts SMS distraits chaque fois qu'il prenait des nouvelles juste assez pour le rassurer. Pendant ce temps, Valérie déposait discrètement une requête d'urgence accompagnée de la documentation qu'Hélène avait rassemblée avant de mourir pour placer un blocage protecteur sur mes propriétés empêchant tout transfert d'actes sans un examen supervisé par le tribunal pour suspicion d'abus de faiblesse financier sur personnes âgées. Elle a été accordée en 72 heures. Le 10e jour, Thomas m'a appelé et j'ai pu entendre une véritable panique dans sa voix pour la première fois depuis que toute cette histoire a commencé. « Papy, il y a une sorte de blocage juridique sur la propriété du parc. Ils ont dit quelque chose à propos d'un transfert d'actes gelé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Peux-tu appeler ton avocate et régler ça? Je sais exactement ce qui se passe, Thomas. Ai-je dit, et j'ai laissé toute la fatigue disparaître de ma voix pour la première fois en 10 jours. Je le sais depuis plus d'une semaine. Le silence à l'autre bout du film a indiqué qu'il avait compris à cet instant précis que le piano n'avait jamais vraiment été une question de piano. Ta grand-mère savait ce que Sophie te faisait avant de mourir. Ai-je dit. Elle a caché la preuve à l'intérieur de la seule chose dans cette maison qu'elle aimait assez pour savoir que tu ne penserais jamais à y fouiller. Tu as vendu la preuve à un étranger pour 10 000 €, Thomas, et il a été assez honnête pour me l'apporter directement. Je ne vais pas prétendre que les semaines qui ont suivi ont été simples. Thomas ne s'est pas laissé faire, pas au début. Il y a eu des cris. Il y a eu une nuit où il s'est présenté chez moi à 11 h du soir en frappant à la porte. Il y a eu un mois affreux où il a sincèrement cru que je m'étais retourné contre lui par pure méchanceté pour un vieux meuble. Il a fallu que Valérie lui explique les notes manuscrites d'Hélène, page par page, assis en face de lui dans sa salle de conférence, avant qu'il ne finisse par s'effondrer et admettre ce qu'une partie de lui soupçonnait déjà, mais n'avait pas voulu croire. Sophie a été arrêtée 3 semaines plus tard pour des accusations de fraude et d'abus de faiblesse liés à la fois à l'affaire de Nice et à un schéma émerge sur lequel la brigade financière avait déjà commencé à constituer un dossier avant même que nous ne les contactions. Olivier Roche fait actuellement face à ses propres chefs d'inculpation dans 2 régions. Thomas vit de nouveau avec moi maintenant dans son ancienne chambre d'enfant, ce qui a semblé étrange pour nous 2 au début. Il est en thérapie, une vraie thérapie, 2 fois par semaine, travaillant sur ce que cela signifie d'avoir passé 2 ans de sa vie à être lentement remodelé par quelqu'un qui ne le voyait pas comme une personne, mais comme un ensemble d'actifs rattachés à un héritage. Il n'a plus son propre argent pour l'instant au sens propre du terme. Tout est reconstruit lentement, délibérément, de la façon dont j'ai reconstruit ma première entreprise après l'échec de ma deuxième affaire il y a des décennies. Et le piano trône de nouveau dans la véranda, exactement là où il doit être. 4 empreintes familières se forment déjà à nouveau dans un morceau de tapis neuf. Je l'ai fait entièrement restaurer. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai engagé une professeure de piano, une femme d'une 60aine d'années nommée Constance qui se produisait professionnellement autrefois. Et 2 fois par semaine elle vient chez moi et elle m'apprend, à 68 ans, à jouer de l'instrument que ma femme a chéri pendant 13 ans alors que je ne faisais que m'asseoir pour l'écouter.
Je ne suis pas doué pour ça. Mes doigts sont raides et j'oublie constamment le doigté. Et Constance est bien trop polie pour me dire à quel point je massacre encore la pièce de Chopin qu'Hélène jouait. Mais il y a 3 soirs, pour la première fois, j'ai réussi à jouer 4 mesures entières sans une seule erreur. Et je suis resté assis là après coup, mes mains reposant encore sur les touches. Et j'aurais pu jurer, pendant une seconde, que j'ai senti sa main se poser sur la mienne comme elle le faisait lorsqu'elle m'apprenait à danser un slow dans notre cuisine il y a 40 ans. Voici ce que je veux vous laisser ce soir. L'avidité ne s'annonce pas toujours par un cri ou une porte claquée. Parfois, elle entre chez vous en souriant, portant un visage familier, tenant une clé que vous lui avez donnée vous-même. Et parfois, les gens que nous aimons le plus, ceux dont nous sommes certains qu'ils ne nous laisseront jamais tomber, sont discrètement transformés par quelqu'un d'autre bien avant que nous ne remarquions le changement. Cette histoire nous rappelle cruellement que les biens matériels les plus précieux ne sont souvent que les gardiens de vérités bien plus profondes. Jacques a failli perdre non seulement un héritage familial inestimable, mais aussi la protection que sa femme avait préparée pour leur petit-fils. La leçon ici est double. D'abord, la vigilance est nécessaire même au sein du cercle familial, car l'influence extérieure peut corrompre les cœurs les plus proches. Ensuite, l'honnêteté d'un étranger, comme ce restaurateur de piano, peut parfois sauver une vie du désastre. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un objet qui a une âme, car il pourrait être le dernier rempart entre la vérité et le mensonge. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où un membre de votre famille a été manipulé par une personne extérieure pour de l'argent? Pensez-vous que Jacques a eu raison de tendre la main à son petit-fils après une telle trahison? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, cela aide la communauté à rester vigilante face à ce genre de manipulation.